Reddit regorge d'histoires terrifiantes sur de nombreux sujets. Aujourd'hui, nous en verrons 4, dont celle d'une femme découvrant une dent humaine dans sa chambre et celle d'un chien ayant mangé le frère d'un utilisateur. Enquêtons ensemble. Si vous aimez les mystères d'Internet et les contenus troublants, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Pour soutenir la chaîne, devenez membre Ko-fi ou de la chaîne pour accéder à des vidéos non coupées et d'autres avantages ou laissez un pourboire via le bouton Merci sous la vidéo. Merci à toutes celles qui y pensent. Cette vidéo traite de sujets sensibles comme les lésions cérébrales, enlèvements, fausses couches, harcèlement et des références inappropriées au travail. La discrétion des spectatrices est conseillée. Vous pouvez cliquer sur le lien dans la description pour devenir membre Ko-fi et regarder une version plus longue, non coupée et sans publicité de cette vidéo qui comprend une entrée supplémentaire qui n'était pas adaptée à cette version. Voici une publication du subreddit Confession datant de quelques mois intitulée « Je ne suis plus vraiment humaine à cause de lésions cérébrales permanentes ». Le titre seul m'a donné des frissons et la publication est encore plus troublante. Je cite « J'ai eu une grave blessure à la tête en 2009, ça m'a tué. On m'a réanimé. De nombreux événements étranges ont alors eu lieu, ce qui est courant avec des lésions cérébrales graves et permanentes. J'ai passé 3 jours à l'hôpital, on pensait que je ne survivrais pas, mais j'ai survécu. J'ai une amnésie permanente et ai perdu tous mes souvenirs personnels, même le visage de ma mère. Incroyable, je ne reconnaissais même plus mon visage. Tout ce qui s'est passé avant 2009 est flou. J'ai mis 5 ans à accepter que j'avais perdu la capacité de ressentir la peur à cause de l'endommagement permanent de mon amygdale. J'avais perdu le lien émotionnel avec mon ex-femme. Perdre une émotion m'a fait me sentir moins humaine. Ne pas ressentir la peur fait de quelqu'un un monstre. Moins de limites pour tout faire, ce n'est pas aussi positif qu'on le pense. Physiquement, je suis humaine, mais avoir perdu cette émotion a intensifié les autres émotions qu'il me reste. L'amour est extrême, mais la colère l'est tout autant. Je fais de gros efforts pour éviter la haine parce que je ne sais pas comment je pourrais l'arrêter. Il est presque impossible de calmer sa colère. Quand je suis en colère, je vois rouge, j'entends le sang qui bat dans mes oreilles. Je sens que je vais exploser et cela me demande un effort énorme pour contenir ma rage. En général, je reste assise calmement en serrant un bureau ou les poings jusqu'à retrouver un certain contrôle. Je cache cette rage, personne ne sait à quel point je suis instable. Je ne veux pas que les gens aient peur de moi, mais ils le feraient s'ils savaient. Je n'ose imaginer à quel point il serait effrayant de développer une telle amnésie. Un jour, tu mènes ta vie normale et le lendemain, tu ne sais même plus qui tu es, encore moins qui sont les membres de ta famille. Si tu te demandes comment c'est arrivé, Opiel l'a expliqué en commentaire. C'est embarrassant, j'ai fait quelque chose de stupide. Quand je parle de mon accident de cerf-volant, on croit que le cerf-volant m'a frappé à la tête. En tentant de faire voler un cerf-volant acrobatique, j'ai trébuché sur une grosse branche et violemment cogné l'arrière de mon crâne contre la terre. Mon frère a ressenti l'impact à environ 6 mètres de moi. Je me souviens de tout à partir de ce moment-là. On dirait que Auteur du Post a retrouvé un peu de mémoire d'avant l'accident, mais pas beaucoup, puisqu'il a dit que tout ce qui s'est passé avant 2009 est flou au mieux. Je me demande si ce n'est pas pour cela que sa femme est devenue son ex-femme. Il a dit avoir perdu le lien émotionnel avec elle. Il se souvenait peut-être d'elle, mais avait oublié l'amour qu'il ressentait autrefois. C'est une pensée vraiment triste. Ça a dû être dur pour elle aussi. La façon dont il parle, c'est comme si sa personnalité avait complètement changé du jour au lendemain, donc il n'était plus la personne que sa femme avait épousée. Il a aussi évoqué la perte de la capacité à ressentir la peur. À certains égards, cela peut ne pas sembler être la pire chose.
Je sais que je serais plus heureuse sans ma peur des araignées, mais perdre toute capacité de craindre aurait des conséquences importantes. La peur, souvent vue comme une émotion négative comme la tristesse ou l'anxiété, a pourtant des raisons évolutives. Personne n'aime être triste, mais apprécierions-nous vraiment les moments de bonheur sans ce contraste ? L'anxiété et la peur servent toutes deux de dissuasifs qui nous empêchent de faire des choses qui pourraient nous nuire. Il est vrai qu'elles ne sont pas toujours rationnelles, comme ma peur des araignées domestiques inoffensives, mais il est certainement bénéfique de ressentir de la peur ou de l'anxiété lorsqu'on se trouve dans un environnement potentiellement dangereux. Alors imaginez, si vous ne pouviez littéralement ressentir aucune peur dans n'importe quelle situation, qu'est-ce qui vous empêcherait de traverser aveuglément une route très fréquentée ou de provoquer une bagarre avec quelqu'un 2 fois plus grand que vous ? La colère accrue d'Opi depuis la blessure rendrait cela encore plus probable. Il a précisé dans un commentaire qu'il ne craint pas les conséquences de ses actes ni les répercussions de ce qu'il dit et que cela, combiné à une colère telle qu'il doit s'isoler jusqu'à ce qu'il se calme, est une combinaison vraiment inquiétante. Dans un autre commentaire, il a dit « La façon dont je vois les choses, c'est que l'ancien moi est mort et que quelque chose d'autre est revenu. Le vivre est très déroutant et l'adaptation prend du temps. Je ne célèbre pas et ne suis pas vraiment reconnaissante d'être en vie. Ça me coûte beaucoup, j'existe. C'est à peu près tout. » En réponse à un commentaire demandant s'il existait des options de thérapie ou de médicaments, il a répondu « C'est un dommage physique. Il n'y a pas grand-chose à faire. On développe des stratégies, mais on ne peut pas réduire l'intensité des émotions. Je pleure souvent, trop sensible. J'espère vraiment qu'un jour, il y aura une avancée médicale qui pourra aider Auteur du Post à se sentir à nouveau plus humaine. Je ne pense pas qu'il redeviendra un jour la personne qu'il était avant. Ce n'est pas comme si tout ce qui s'est passé au cours des 16 dernières années pouvait simplement être inversé. Mais s'il existe un moyen de restaurer sa mémoire d'avant ou de lui redonner la capacité de ressentir des émotions dans une gamme normale, au moins cela pourrait, je l'espère, améliorer la qualité de sa vie. Le prochain post s'intitule « Mon chien a mangé mon frère et je l'ai laissé faire ». Évidemment, ça va être perturbant quoi qu'il arrive, mais ce n'est probablement pas ce à quoi vous pensez. Voici l'histoire. Croyez-moi, ce n'est pas ce que ça paraît. Quand j'avais environ 8 ans, je creusais des trous partout dans le jardin sans aucune raison. Je me souviens que ma mère était enceinte, mais je ne l'ai jamais vue être ramenée à la maison. Je ne l'ai jamais rencontrée. En creusant un jour, j'ai découvert une petite boîte en bois. Je l'ai ouverte, espérant un trésor comme je l'imaginais, mais j'y ai trouvé un petit fœtus humanoïde ressemblant à de la viande séchée. En y repensant, je sais maintenant qu'il s'agissait d'une fausse couche. En posant la boîte et regardant autour du couloir, j'ai trouvé un mot. Je t'aimerai toujours, mon doux enfant. Et société. En me retournant, j'ai vu mon chien manger le contenu de la boîte. Je ne l'ai jamais dit à ma maman et je me sens extrêmement coupable. Désolée si j'ai mal écrit ça, je ne suis pas très douée avec les mots. Donc c'est infiniment mieux que le chien mange le frère vivant d'Opi, mais quelle chose incroyablement malheureuse à arriver. J'imagine que ce serait assez traumatisant, enfant, de déterrer accidentellement ton frère mort-né, mais que ton chien le mange ensuite, ce serait vraiment fou. L'auteur a ajouté des détails lors d'une modification, je cite. Je souhaite clarifier des points qui ont causé de la confusion. J'ai actuellement 18 ans, donc cela remonte seulement à 10 ans. Je vivais dans une ville très louche, vraiment proche de la frontière mexicaine, donc en gros, le système de santé là-bas est vraiment pourri. D'après ce que je sais, elle ne voulait pas jeter son enfant à la poubelle, comme elle le disait. Je le sais parce que j'ai écouté ses conversations quand elle parlait avec ses amis. Tout ce que je sais, c'est que la mort de cet enfant a vraiment bouleversé ma mère. Je sais qu'elle me reproche parfois la mort à cause de mon développement précoce bébé. Je suis née après près de 11 mois de grossesse avec environ 20 jours de retard. En tant que nouveau-né, les gens pensaient que j'avais déjà plusieurs mois de vie. Je ne suis pas née par césarienne, donc en naissant naturellement, j'ai abîmé son utérus en bougeant dans ses intestins, je pense. Parfois, je la surprends à regarder un bébé d'une autre famille et je vois la tristesse dans ses yeux.
je ne peux m'empêcher de me sentir coupable, pensant être responsable de la fausse couche et aussi du fait que mon chien l'ait mangé. Bref, revenons à nos moutons. D'après ce que je sais, ils lui ont dit que le cœur de l'enfant ne battait pas. Les médecins lui ont donné des médicaments, lui ont dit de rentrer chez elle et de revenir après l'expulsion du fœtus, mais elle ne l'a pas fait. Elle ne voulait pas qu'il jette sa pamotte son enfant et c'est à peu près tout ce que je sais. La boîte semblait avoir été fabriquée par mon père qui est menuisier. Je pense que n'importe qui à la place de Hauteur du Poste se sentirait mal d'avoir déterré son frère mort-né et que le chien l'ait mangé, même si ce n'était pas intentionnel. Mais ce qui rend cela bien pire pour Hauteur du Poste, c'est qu'elle a clairement une sorte de complexe parce qu'elle pense que c'est de sa faute si sa mère a fait une fausse couche. Évidemment, ce n'est absolument pas de sa faute. Elle n'a jamais demandé à naître et elle n'a pas choisi les circonstances dans lesquelles elle est venue au monde. Je ne suis pas médecin, mais d'après mes recherches, il est peu probable que le fait qu'Hauteur du Poste soit né en retard et surdéveloppé ait un impact direct sur les futures grossesses de sa mère. Cela aurait tout à fait pu causer des problèmes à la mère pendant et juste après l'accouchement d'Hauteur du Poste, comme des déchirures et une faiblesse du plancher pelvien, mais si elle s'est remise des complications à l'époque, le risque de fausse couche ultérieure ne serait probablement pas augmenté. Cependant, Hauteur du Poste ne semble pas le savoir et se blâme pour ce qui s'est passé, et il paraît inévitable que ce soit à cause de quelque chose que sa mère a dit à un moment donné. Ils n'ont pas dit dans le poste que leur mère leur avait directement dit que c'était de leur faute, mais il est clair qu'on leur en a assez dit pour qu'ils fassent le lien et en déduisent que leur mère le pensait. Ce qui est vraiment triste. Comme je l'ai dit, les circonstances de la naissance d'Hauteur du Poste étaient peu susceptibles d'en être la cause. Si la mère voulait blâmer quelqu'un, elle aurait dû accuser le personnel médical, car les médecins auraient dû déclencher l'accouchement avant que Hauteur du Poste n'ait 20 jours de retard. Selon les circonstances, une césarienne aurait aussi pu être une option plus sûre. Je n'ai pas d'enfant ni vécu de fausse couche, donc je ne peux imaginer à quel point c'est terrible. Les gens ne choisissent pas comment ils se sentent dans une situation donnée, donc on ne peut pas vraiment blâmer la maman si elle a ressenti du ressentiment envers Hauteur du Poste, même si ce serait pour le moins déplacé. Les gens peuvent choisir leurs actions malgré leurs sentiments et Hauteur du Poste n'aurait pas dû être rendue responsable de ce qui s'est passé. Je suis heureuse qu'elle n'ait jamais avoué à leur mère que le chien avait mangé le frère et j'espère qu'elles ne le feront pas. On dirait qu'elle était déjà dévastée et qu'une chose pareille pourrait la faire sombrer, même si ce n'était vraiment la faute de personne. Ce post date d'il y a 7 ans et Hopi est toujours actif sur Reddit. Espérons simplement qu'ils ont trouvé un moyen de se pardonner pour tout cela et que leur mère a pu surmonter la fausse couche. La prochaine histoire que nous allons aborder provient d'un commentaire sur un post d'Unresolved Mysteries intitulé « Quel est votre wish-list ? Est-ce votre mystère personnel non résolu ?» C'est une histoire assez longue, mais je pense qu'elle est mieux racontée avec les propres mots de l'auteur du post, alors je vais la lire maintenant. Cette histoire s'est avérée bien plus longue que ce que j'avais imaginé au départ, et je m'excuse pour la longueur de la lecture. Chaque fois que je raconte cette histoire, les gens disent souvent que c'est la chose la plus folle qu'ils aient entendue. J'espère donc que vous l'apprécierez. Cette histoire s'est déroulée durant l'été 2008. J'ai grandi dans l'Oregon et découvert la vie en plein air très jeune. Mon passe-temps préféré est devenu la randonnée, surtout dans des endroits très dangereux ou isolés. Les bienfaits de la randonnée sur la santé étaient secondaires par rapport aux sensations fortes de marcher au bord de falaises à découvert, d'être en territoire de cougars et d'ours, et de savoir que j'étais loin de l'enfer. Into the Wild est sorti à l'automne 2007 et je suis tout de suite tombée amoureuse. En tant que lycéenne en terminale, je pouvais à peine supporter une semaine de plus à vivre chez mes parents. Ce film a éveillé mon esprit d'aventure et m'a poussée à parcourir le Pacific Crest Trail en Californie après mon diplôme. J'ai parcouru de la frontière mexicaine au nord de la Californie sans difficulté majeure. J'ai vu des serpents à sonnettes, des ours noirs, souffert de déshydratation, mais rien ne m'a fait craindre pour ma vie. Dans la forêt nationale de La Seine, au nord-est de la Californie, j'ai été surprise de voir 2 personnes en blanc assises sur un rocher en tournant sur un sentier. Leur visage était sale, leur apparence négligée, et l'homme avait une longue barbe ébouriffée. Tous 2 semblaient avoir la quarantaine.
Il ressemblait au couple ayant enlevé Elizabeth Smart. Ce qui m'a semblé étrange dans cette rencontre, c'était simplement de croiser quelqu'un. Il m'arrivait souvent d'errer hébété sans croiser âme qui vive. Leurs vêtements blancs s'expliquaient par le besoin d'échapper au soleil estival de Californie. Leur apparence négligée venait du fait que la plupart des randonneurs au long cours négligeaient l'hygiène sur le sentier. Après mon bonjour, ils m'ont juste observé sans répondre. Cela ne m'a même pas surpris, je l'ai attribué à leur statut d'étranger, ne sachant pas quoi dire. Cette nuit-là, j'ai campé à quelques centaines de mètres du sentier, comme toujours. J'ai suspendu les restes du repas à un arbre, à 1,5 m du sol, en suivant les précautions contre les ours. En rangeant le camp le matin, j'ai vu que la nourriture avait disparu. J'ai tout de suite cru qu'un ours était entré dans mon campement et j'ai cherché des traces de pattes. Je n'ai pas trouvé de traces de pattes, mais j'ai trouvé des empreintes de bottes qui faisaient le tour du campement, de paires. Une empreinte menait droit à la corde où la nourriture était suspendue. En repensant au couple croisé plus tôt, tout s'est éclairci. J'ai rapidement tout rangé et je suis partie. Mon esprit a tourné toute la journée, mais je me suis dit que le couple avait simplement faim. Avec de mauvaises intentions, il serait venu pour autre chose que la nourriture. Quelques jours plus tard, mon esprit était apaisé. J'avais disposé des bâtons autour de mon campement pour être réveillé en cas d'intrus, animal ou autre. Une nuit, je me suis réveillée dans ma tente en entendant le bruit de ces bâtons qui craquaient. J'ai attrapé mon couteau de chasse. J'ai essayé de me détendre en me disant qu'au milieu de nulle part, la source de ce bruit était bien plus probablement un animal qu'une personne. Puis j'ai entendu des chuchotements frénétiques. Il était impossible de savoir d'où venaient les voix. Être dans le noir, entouré d'arbres, à des centaines de kilomètres de la ville, ça joue des tours à vos sens. J'ai hésité à crier en prétendant avoir une arme, mais j'ai finalement décidé de rester silencieuse et de garder l'avantage de la surprise. J'ai entendu des pas tourner autour de ma tente et j'étais prête à frapper tout ce qui l'ouvrirait. Mais tout à coup, c'était fini. Plus de pas, plus de chuchotements. Je suis restée figée, éveillée dans ma tente jusqu'au lever du soleil, puis j'ai ouvert ma tente pour ne trouver personne dehors. La seule preuve d'un événement réel, c'était les mêmes traces de bottes qu'avant. Quelques jours plus tard, j'étais dans la forêt nationale de Shasta, à environ 50 ou 75 km de ma première rencontre avec le couple. Le sentier est devenu un chemin de chèvres. Sur le flanc de la montagne, au-dessus des arbres, je voyais le sentier serpenter sur des kilomètres, devant et derrière moi. Je me suis arrêtée pour boire dans l'ombre rare et j'ai vu 2 randonneurs à des kilomètres derrière. Tout ce que je pouvais voir, c'était 2 points blancs avançant le long de la montagne à l'intérieur. J'ai immédiatement dit à voix haute « Merde, ce voyage est terminé ». J'ai sorti ma carte et j'ai cherché la ville la plus proche, qui semblait être Castella, située près de l'I5. Le seul problème, c'est que c'était à 40 km de là. J'ai marché tard dans la nuit pour couvrir le plus de distance possible. Je me perdais souvent et ai choisi d'installer mon campement loin du sentier, au cœur de la forêt. Je suis entrée dans ma tente et j'ai tenté de dormir, mais chaque bruit me gardait éveillée. Après quelques heures dans ma tente, j'ai perçu les signes d'une nouvelle mauvaise nuit. Pas, chuchotements, branches cassées. Le son porte loin en l'absence d'autres bruits. Je savais leur proximité, mais pas à quel point. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était « c'est foutu, c'est tellement foutu, bon sang ». Enfin, une lampe de poche éclaire ma tente, illumine tout l'intérieur, puis s'éteint. J'ai ouvert la fermeture éclair de ma tente et je suis sortie en tenant mon couteau, criant n'importe quoi dans l'obscurité. C'était un peu comme cette scène cliché dans les films où des gens dans la nature entendent des branches se casser autour d'eux et la caméra tourne autour des arbres parce qu'ils n'ont aucune idée de la direction d'où vient le bruit. Puis, j'ai entendu des pas courir vers la tente et j'ai à peine distingué une silhouette bouger dans ma vision périphérique. Je me suis retournée et j'ai couru profondément dans la forêt. Je suis tombée plusieurs fois et ai percuté des arbres en courant. Après 5 minutes de course, je suis tombée et roulée et me suis retrouvée près d'un arbre abattu. Je me suis glissée sous le tronc de l'arbre et je suis restée immobile. J'ai vu la lampe de poche bouger au loin. Je suis restée des heures sous cet arbre, convaincue qu'ils étaient partis sans bouger. Finalement, les oiseaux ont commencé à chanter et j'ai su que le soleil se lèverait bientôt.
Au lever du soleil, j'ai quitté mon campement et suivi le sentier jusqu'à Castello, où le Pacific Crest Trail croise l'Interstate 5. J'ai fait de l'autostop jusqu'à la ville de Mount Shasta et j'ai parlé avec la police et le service forestier. Ils m'ont mise dans un motel pour la nuit et mes parents sont venus d'Oregon me chercher le lendemain. Quelques mois plus tard, la police et le service forestier m'ont confirmé des signalements similaires d'objets disparus dans les campings des forêts nationales voisines. Cependant, aucun autre signalement de la terreur que j'avais vécue n'avait été fait. À ma connaissance, il n'est jamais rien arrivé au couple. J'aime beaucoup faire de la randonnée tranquille seule dans des endroits sûrs, pas trop loin de la civilisation, mais ce genre d'histoire est exactement la raison pour laquelle je n'irai jamais dans la nature sauvage ni camper seule. Heureusement, en Angleterre et dans la plupart des autres pays où je suis allée à la campagne, il n'y a pas beaucoup, voire pas du tout, d'animaux dangereux comme les ours, mais il y a toujours la possibilité de croiser des personnes dangereuses n'importe où. J'ai trouvé ça vraiment flippant quand l'auteur a dit que le couple qu'il avait croisé ressemblait au couple qui avait enlevé Elizabeth Smart. Si vous ignorez cette affaire, je résume. Elizabeth avait 14 ans lorsqu'elle a été enlevée sous la menace d'un couteau par Brian David Mitchell en juin 2002. Lui et sa femme, Wanda Barzee, l'ont retenue captive 9 mois dans un camp forestier où elle a subi de multiples agressions sexuelles. Ils la sortaient souvent et ils étaient tous habillés de robes blanches, peut-être parce que David prétendait être un prédicateur religieux et un ange. Personne ne reconnaissait Elizabeth en public parce qu'on lui faisait souvent porter un foulard et un voile sur le visage. David a même organisé une cérémonie censée l'unir à Elizabeth. Il lui a dit qu'elle était la première de nombreuses vierges qu'il prévoyait d'enlever pour l'accompagner dans une bataille contre l'Antéchrist. En octobre 2002, la sœur d'Elizabeth, présente lors de l'enlèvement et feignant de dormir, a soudain reconnu la voix de l'agresseur. C'était l'homme que la famille avait engagé une journée pour travailler sur leur toit et ratisser les feuilles. Il le connaissait sous le nom d'Emmanuel, même s'il s'agissait bien sûr de David. Cela a mené à son arrestation en mars 2003, suivi de 2 peines de prison à perpétuité dans une prison fédérale. Wanda, condamnée à 15 ans de prison, a été libérée en 2018 après 9 ans. Le pire, c'est que 3 mois après sa libération, il a été révélé qu'elle vivait à Salt Lake City, près d'une école primaire. Heureusement, David reste en prison sans possibilité de libération conditionnelle. L'histoire sur Reddit date de 2008, donc il est impossible que le couple rencontré soit David et Wanda. La comparaison reste toutefois effrayante et il paraît plausible que ce couple envisageait d'enlever l'auteur, voire pire. On ne sait pas si la personne courant vers la tente était le même couple que celui aperçu plus tôt, mais ce serait une grande coïncidence que, dans une région si isolée, il croise un couple remarquable, puis qu'un autre couple se mette à le suivre. Souviens-toi, il a vu 2 randonneurs en blanc marcher plusieurs kilomètres derrière lui quelques jours après. Je pense que c'était sûrement le même couple. Quoi qu'il en soit, cette histoire est inquiétante. Quelqu'un l'a suivi plusieurs jours, rôdé autour de son campement, puis tenté de l'attaquer. C'est glaçant. Fait intéressant, quelqu'un d'autre a commenté qu'il avait peut-être aussi croisé le même couple environ 1 an après que l'histoire de l'auteur se soit déroulée, je cite. Était-ce un homme, probablement au début de la trentaine ou à la fin de la vingtaine, et une femme qui semblait avoir 10 ans de plus que lui ? Il avait une barbe descendant sur la poitrine, était mince, portait un chapeau marron, un sac à dos beige et un bâton de marche artisanal. Elle avait les cheveux blonds foncés ou châtains et était un peu plus corpulente. Ils portaient tous 2 des vêtements blancs ou très clairs, très amples et les bottes les plus abîmées que j'ai jamais vues. C'était avant l'ajout des éoliennes, d'autres installations et la modernisation des routes de CRO de service. Je m'en souviens parce que l'amie avec qui j'étais les trouvait vraiment flippants et elle avait peur qu'ils nous suivent ou quelque chose comme ça. J'ai fait un signe en passant, mais ils se sont contentés de nous fixer comme s'ils nous évaluaient. C'est tout ce qu'elle a dit sur son expérience. Je pense qu'elle n'a jamais revu le couple, heureusement.
Il est impossible de dire s'il s'agissait du même couple que celui qu'a vu l'autrice du post, mais qui sait. Cette région est à environ 500 miles de l'endroit où était l'autrice du post, donc c'est assez loin. Mais si ce couple passait tout son temps à errer dans la nature, ils auraient pu finir n'importe où. Ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'une autre utilisatrice a trouvé un article de 2014 à propos d'un couple qui avait été inculpé de tentatives de harcèlement et de tentatives de maltraitance animale après avoir prétendument traqué et menacé plusieurs personnes et leurs chiens sur plusieurs années. David Gathright, 60 ans, et sa femme Pamela, 57 ans, auraient été confrontés des personnes armées d'une matraque et de pistolets paralysants. Des victimes ont même été menacées avec une arme de poing comme Chris S., accompagné de sa femme Angela, leur fille et leur chien. Angela a déclaré « La femme s'est penchée avec un objet, les chiens intrigués. C'était un pistolet paralysant. Elle faisait des étincelles pour les électrocuter. Nous n'avons vu l'arme qu'après sa sortie. » L'homme a braqué son arme sur le visage de Chris. En 2015, David a été condamné pour usage illégal d'armes, menaces et avoir braqué une arme sur quelqu'un. Il a écopé de 90 jours de prison et 5 ans de probation. Pamela a été condamnée à 5 ans de probation et 80 heures de travaux d'intérêt général pour mauvais traitement envers les animaux au 2e degré. David et Pamela étaient-ils le couple rencontré par Opie ? Eh bien, auteur du post n'a jamais remarqué d'armes et le mode opératoire n'est pas exactement le même. David et Pamela ciblaient principalement les vététistes ou les randonneurs avec des chiens et les menaçaient souvent ouvertement en plein jour. Il ne semble pas non plus qu'ils traquaient réellement les gens, c'était plutôt une confrontation et cela s'arrêtait là. Tout cela s'est passé à Portland, dans l'Oregon, alors que l'autrice a vu le couple pour la première fois dans la forêt nationale de Lassen, en Californie, à environ 600 km de là. Cependant, l'incident s'est produit dans la forêt nationale de Shasta, qu'il a dit se trouver à environ 80 à 120 km du premier endroit, et c'est en direction de Portland, là où David et Pamela traînaient. Ce couple a apparemment suivi l'autrice pendant des jours, voire peut-être même quelques semaines, donc il est clair qu'il faisait aussi de longues randonnées. David et Pamela ont été arrêtés 6 ans après l'expérience d'Opie, donc il n'est pas impossible qu'ils aient déménagé dans une région finalement assez proche. David a déclaré au procès qu'il faisait de la randonnée depuis 25 ans et je doute qu'il soit resté uniquement dans la région de Portland. Il est également logique qu'ils soient justement devenus plus audacieux dans leurs attaques au fil du temps. Il n'est pas surprenant qu'ils aient d'abord traqué et effrayé des randonneurs la nuit autour de leur camp, puis, avec le temps, aient fini par affronter des gens armés. Peut-être que c'était David et Pamela qui ont terrorisé l'auteur il y a des années, ou un autre couple encore présent aujourd'hui. Opie a bien dit que la police avait reçu d'autres signalements d'objets disparus dans des campings, mais pas de harcèlement ni de poursuite comme ce qu'il avait vécu. Mais est-ce parce qu'il était le seul, ou bien les autres n'ont-ils pas survécu pour raconter leur histoire ? La dernière histoire remonte à juin 2016. Je n'ai pas trouvé la publication originale sur Reddit, seulement sur Imgur. L'histoire est difficile à suivre car des infos sont aussi dans les commentaires, donc je vais résumer. Opie vit seule dans une assez grande maison. Dans sa chambre, il y a une porte qui mène dehors à un petit porche et un jour, elle balayait le sol dans cette zone quand elle a trouvé une dent devant la porte. Elle balaye souvent les sols parce qu'ils montrent chaque grain de saleté, donc il semble peu probable que la dent soit restée là longtemps sans qu'elle ne la voie. Elle a vérifié ses dents pour s'assurer qu'aucune des siennes n'était tombée, mais ce n'était pas le cas. Les commentaires avancent diverses explications, des fantômes et de la sorcellerie à des hypothèses plus rationnelles, comme l'idée qu'Opie est un animal ayant rapporté la dent ou la suggestion la plus inquiétante qu'une personne vivrait secrètement dans son grenier. Elle a décidé de vérifier elle-même, devant attendre longtemps quelqu'un, et a remarqué ce qui semblait être des empreintes digitales sur l'ouverture du grenier.
Elle a mis à jour la publication après avoir regardé là-haut, je cite « Je ne vois pas grand-chose là-haut, mais il y a des objets qui traînent, pas de personnes d'après ce que je peux voir. Je vais prendre une échelle plus grande et une lampe torche plus puissante. » Pour info, je travaille dans les forces de l'ordre à la commission de la chasse et de la pêche. Je suis entièrement formée, mais je reste une femme plutôt petite au milieu de nulle part malgré tout. Mise à jour numéro 3. Quelqu'un a effectivement été dans mon grenier, mais il n'y est plus maintenant. Des choses ont été trouvées. 8 manchons à bière, quelques objets personnels, des pièces de monnaie et un billet de 20 $. Je ne mentionnerai pas d'autre chose pour l'instant. Les collègues sont là, on vous informera plus tard. Merci de m'avoir fait sourire. À ce moment, l'auteur du post n'a pas précisé ce qu'elle avait trouvé, mais la plupart pensaient qu'il s'agissait de quelque chose d'inapproprié ou not safe for work, ce qui était exact, mais nous y reviendrons. La police est venue, a pris les empreintes et emporté les objets du grenier. L'auteur du post a dit « Je commence à me calmer et à assimiler tout ça. On dirait que quelqu'un est monté là-haut de temps en temps pendant très longtemps. Je vais quitter la maison maintenant et aller faire du vélo sur les sentiers. Je vais maintenant fermer ma porte à clé et installer de nouvelles serrures pour plus de sécurité. » Une autre mise à jour disait « Aujourd'hui, j'ai appris que j'ai un harceleur qui s'assoit dans mon grenier quand je suis à la maison. Non, je ne ferme mes portes à clé que lorsque je dors, car je vis dans une communauté d'environ 400 personnes avec juste un bureau de poste. C'est normal ici. Par contre, je garde toujours la porte-fenêtre de ma chambre verrouillée. Désormais, je vais verrouiller toutes les portes. J'ai déjà songé au cambrioleur, mais une porte verrouillée n'empêchera pas quelqu'un de rentrer s'il le veut vraiment. J'ignore même le lien avec la dent qui a tout déclenché. Ce n'est même pas sur le chemin qui mène au grenier. La seule raison pour laquelle j'ai pensé à mon grenier ou que je l'ai regardé, c'est à cause de ce commentaire en haut qui m'a complètement arrêté. J'ai toujours eu un peu peur du grenier. Je connais le shérif ici. Il pense que c'est quelqu'un qui me connaît. Je ne veux pas dire ce qu'il y avait. C'est horrible. La prochaine mise à jour a enfin révélé ce que Hopi avait découvert d'autre dans le grenier, mais je suis passée par la chose sûre. Je suis ici depuis si longtemps que je comprends la curiosité et je vais juste dire quelques-unes des choses parce que je ne veux pas vous laisser en suspens. Mais vous voyez ces énormes bocaux à cornichons, ceux qu'on trouve dans les stands où on en achète un seul, eh bien, il y en avait 2 là-haut des tacos. Il avait collectionné ces... Enfin, bref, je n'ai pas pris de photos et ça m'a fait vomir. Des milliers de mouchoirs, chaussettes, bordeaux, lingettes et autres objets pour s'essuyer étaient éparpillés dans le grenier. Certains de mes vêtements ont disparu il y a plus d'1 an. Il y avait des petits jouets comme un papillon en plastique et une tortue en bois à tête branlante. Il y avait des manchons à bière et des sangles noires et roses à velcro. Beaucoup de choses au hasard. J'espère que cela satisfera un peu ta curiosité. Je ne voulais pas laisser qui que ce soit dans l'attente. Je n'ai presque pas dormi, mangé ou été chez moi depuis que c'est arrivé. Je n'ai reçu aucune nouvelle. Je vous aime tous. Je pars camper pendant 1 semaine et je ne serai pas à la maison. Des caméras vont être installées. On verra bien. C'est absolument terrifiant et écœurant. Honnêtement, j'admire l'auteur d'avoir vérifié elle-même avant d'appeler la police. Si je trouvais une dent chez moi, que je la postais en ligne et que des gens suggéraient qu'une personne vivait dans mon grenier, je serais déjà partie avant que tu dises « pot à confiture ». L'autrice a récemment révélé l'identité du harceleur lors d'une dernière mise à jour. Citation. « C'est mon voisin, un homme d'une 60aine d'années, marié depuis longtemps, diacre, père de 4 enfants et grand-père de 6 petits-enfants, un pilier de la communauté. Je suis absente, mais j'ai reçu l'appel. J'ai vraiment de la peine pour la femme de cet homme. Quelle chose horrible à découvrir sur l'homme avec qui on a passé la majeure partie de sa vie. Cela prouve que même les personnes apparemment innocentes peuvent dissimuler de sombres secrets et agir ainsi. Il n'y a pas eu d'autres nouvelles, donc je ne sais pas s'il n'a pas été poursuivi pour ça, j'espère vraiment que oui. Ce qui est étrange, c'est que l'autrice a découvert quelqu'un dans son grenier après avoir trouvé une dent au hasard, mais celle-ci reste un mystère.
À qui était-elle et d'où venait-elle? Elle a dit ne pas avoir trouvé la dent sur le chemin du grenier, mais que l'homme avait volé certains de ses vêtements, donc il a visité la maison à certains moments. Mais cela ne ressemble pas à une dent d'un homme de plus de 70 ans, et même si c'était la sienne, comment serait-elle tombée sans qu'il s'en aperçoive? Certains commentaires spéculaient qu'il s'agirait d'une dent d'enfant, ce qui est clairement plus effrayant. Quelques personnes affirmant être dentistes ou assistantes dentaires ont dit qu'elles étaient sûres qu'il s'agissait d'une dent de lait plutôt que d'une dent d'adulte. Opie a bien dit que l'homme dans le grenier avait 6 petits-enfants, donc il est possible que la dent ait appartenu à l'un d'eux, mais pourquoi diable porterait-il la dent de son petit-enfant sur lui? Mais ce type se cachait déjà dans le grenier de hauteur du poste et faisait des choses inappropriées, donc ce ne serait pas vraiment plus choquant. Je n'arrive vraiment pas à imaginer comment elle aurait pu arriver là et je n'ai trouvé aucune autre mise à jour. Donc j'imagine que Auteur du Poste n'a jamais élucidé le mystère de la dent non plus. Sur une note plus positive, elle a quand même fait un autre post quelques mois plus tard en disant qu'après le post original sur la dent, elle avait rencontré un gars sur Mgur et appris à le connaître, puis ils ont pris l'avion pour se rencontrer. Ils ont visité 3 pays et prévoyaient d'emménager ensemble l'année suivante, donc au moins quelque chose de positif est sorti de cette situation horrible. Merci de donner vos avis et les sujets que vous souhaitez voir abordés dans les commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner. Merci infiniment à mes membres Ko-fi et aux membres de la chaîne dont les noms s'affichent à l'écran. J'apprécie votre soutien. Merci d'avoir regardé et je vous retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo.